17 millions de dollars, c'est ce que des cambrioleurs ont réussi à subtiliser à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec en 2012, il y a 5 ans maintenant. Mais ce n'est pas de l'argent de Solin et Trébuchon. On n'a pas ouvert de coffre-fort comme on peut le voir dans les scénarios de films d'espionnage ou de vol. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est plutôt de l'or blond, c'est-à-dire du sirop d'érable qui a été ainsi subtilisé pour 17 millions, c'est quand même pas rien. Et ces jours-ci, on connaît les derniers dénouements de toute cette histoire, puisque les tribunaux rendent leurs décisions, leurs verdicts et les sentences pour les gens qui ont été accusés de ce vol assez spectaculaire. Et tout cela intéresse même des médias du monde entier. Ça va peut-être même inspirer des scénarios de films. En tout cas, on va parler de tout cela avec la porte-parole de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, Caroline Cyr. Bonjour. Bonjour. Madame Cyr, un rappel de comment les cambrioleurs s'y sont pris pour voler 17 millions de dollars de sirop d'érable. Oui, en fait, ça s'est passé dans l'année 2012-2011. C'est un entrepôt de sirop d'érable, un entrepôt qui était loué par la Fédération sur une période d'1 an seulement, parce qu'il y avait un surplus de sirop d'érable. Donc voilà. Et puis ça s'est passé pendant cette année-là dans un entrepôt qu'on louait. Et ce que il semblerait, là, selon l'enquête, là, que ce que les voleurs faisaient, c'est qu'ils ils vidaient les barils de sirop d'érable, ils les remplissaient d'eau, ils les remettaient dans la réserve. Donc, ni vu ni connu. Donc, ça a pris plusieurs mois avant de découvrir le vol. Et donc, 17 millions de dollars de sirop d'érable, ça équivaut à quelle quantité, ça? C'était à peu près 10 000 barils de sirop d'érable. C'était 6 millions de livres. Et comment ils s'y sont pris pour substituer de l'eau au sirop d'érable sans que ça paraisse? Ce qu'on sait de l'enquête, c'est qu'ils transportaient pendant la nuit donc les barils. Ils les amenaient dans un autre endroit, ils les vidaient de sirop d'érable, ils remplissaient d'eau, ils les ramenaient à la réserve. Un travail assez patient, merci. Oui. Bon, là, je le disais, ces jours-ci, la justice rend ses sentences pour un nombre de dirigeants, de responsables de ce vol-là. Aujourd'hui même, il y a eu une sentence là, qui a été donc décernée, si je puis dire. Oui, au palais de justice de Trois-Rivières ce matin, donc il y avait 3 accusés qui avaient été reconnus coupables, qui connaissaient leur sentence ce matin au palais de justice de Trois-Rivières, qui sont M. Richard Vallière, Raymond Vallière et M. Étienne Saint-Pierre. Donc, et la plus grosse sentence a été donnée à M. Richard Vallière, une des têtes dirigeantes du vol selon l'enquête, et il a obtenu donc 8 ans de prison et une amende de 9,4 millions de dollars, donc à rembourser dans l'intérieur de 10 ans. Qu'est-il arrivé du sirop d'érable qui a été subtilisé? En fait, les enquêteurs ont retrouvé une petite partie infime du sirop d'érable, mais c'est tout. Il y a à peu près 1/5 du sirop d'érable qui a été retrouvé et recouvré. Avez-vous réussi à remettre la main dessus? Juste une petite partie seulement, parce qu'il y en a qui étaient aux États-Unis et on n'a pas pu le récupérer. On n'a pas voulu le rendre, quoi. C'est ça, il n'y avait pas beaucoup de collaboration des douaniers américains. Bon, alors, cela étant dit, qu'est-il arrivé ensuite? Avez-vous changé vos normes de sécurité pour l'entreposage du sirop? Bien entendu, c'est parce que quand on a loué cet entrepôt-là, on était en processus d'achat d'un entrepôt beaucoup plus grand. Ce qu'on a maintenant depuis 2013, donc notre entrepôt, notre réserve principale est à Laurierville. Et maintenant, notre sirop d'érable est en majeure partie tout entreposé à cet endroit-là. Et bien entendu, les mesures de sécurité sont pas comme dans un entrepôt loué, là. Donc, pour l'instant, maintenant, il n'y a plus aucun problème pour ça, là, pour le vol. Et à l'époque, comment s'était-on rendu compte qu'il y avait eu ce vol de sirop d'érable? C'est lors d'un inventaire annuel. En fait, à la fin juillet, notre année financière se termine et on doit faire l'inventaire de ce qu'on a en sirop d'érable. Et puis, une personne qui travaillait pour nous, donc faisait l'inventaire, a grimpé sur des barils pour compter le nombre de rangées de barils qu'il y avait et a manqué tomber parce que le baril sur le dessus était vide. Bon, Et donc, c'est pas supposé que le baril sur le dessus est vide. non, c'est ça, un hasard qui a fait que ça a été inventé. Là, Ouais. de nombreuses chaînes de télé à travers le monde, la BBC, Netflix, Al Jazeera, débarquent ici pour voir ce qui se passe dans cette histoire. Qu'est-ce qui les intéresse tant là-dedans? En fait, quand ce vol-là a été connu des médias là, en septembre août 2012, ça a fait littéralement le tour de la planète.
ce vol-là, parce que c'est quand même le plus gros vol de l'histoire du Canada. Ça a fait, et puis, mais c'était du sirop d'érable, donc il y avait un fait cocasse aussi, là, si on veut. Et puis, ça a fait le tour de la planète. On a eu beaucoup de couverture médias, et la planète entière a découvert qu'il existait une réserve de sirop d'érable, et ça a suscité depuis beaucoup d'intérêt. Et là, c'est sûr qu'avec la conclusion de l'histoire du vol, donc plusieurs de ces médias-là s'intéressent à la conclusion de l'histoire, là, entre autres. Et donc, nous recontactent. Et puis, à chaque année, il y a toujours des médias différents qui veulent venir voir qu'est-ce que c'est la réserve de sirop d'érable, comment on fait le sirop d'érable au Québec aussi. Et vous avez entendu parler d'un projet de film à ce sujet-là? Il y avait des gens d'Hollywood, pas longtemps après que le vol a été découvert, qui voulaient faire un film et qui étaient venus ici rencontrer notre directeur général pour avoir plus de détails et tout ça. Et puis, mais depuis, on n'a pas entendu parler. Donc, je ne sais pas si c'est toujours dans les cartons d'Hollywood, là, mais ça l'était en 2013. Oui, en tout cas, j'ai hâte de voir si ça va aboutir. Caroline Cyr, donc porte-parole de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez joindre l'équipe de l'émission Le Monde Aujourd'hui par courriel, lemondeaujourd'hui, en un mot, @radio-canada.ca. Jacques, dans le monde du sport, les têtes de série, Rafael Nadal et Andy Murray accèdent aux demi-finales à Barcelone. Ça va très bien pour eux, effectivement. Rafael Nadal s'est approché d'un 10e sacre à Barcelone. Le champion en titre a pris un peu plus de temps qu'à l'habitude avant de se mettre en marche, mais un coup parti. Il a finalement emporté sur Yeon Chongyang en quart de finale. C'est un Sud-Coréen qui a Le Coréen est excellent. Ouais. Je l'ai essayé. Alors, ce dernier a intégré le tableau principal à la suite d'un passage dans les tours qualificatifs et s'est même permis un bris de service au cours de la manche initiale contre le roi de la terre battue. La troisième tête de série a été bousculée jusqu'au bris d'égalité, mais a relevé le défi avec brio. Le cannabis est beaucoup dans l'actualité ces temps-ci, Jacques, en particulier au Canada, où on veut légaliser la consommation de cannabis à des fins récréatives. Mais le commissaire de la Ligue nationale de football, lui, ne veut rien savoir. Lui ferme carrément la porte au cannabis médicinal. Il a pour nom Roger Goodell, c'est le commissaire de la Ligue nationale de football. Il n'a vraiment pas changé son fusil d'épaule concernant une possible autorisation du cannabis comme substance antidouleur. Il est demeuré fermement opposé à cette éventualité aujourd'hui. Il était sur les ondes d'ESPN Radio. Il a dit: je peux concevoir, je trouve parfaitement normal qu'un joueur veuille se sentir mieux après un match, mais c'est pas aussi simple que ça. On veut vraiment aider nos joueurs en ce sens, mais je veux également m'assurer qu'advenant des conséquences néfastes à long terme, la responsabilité de la Ligue ne nous incombera pas. Alors, il dit, il y a des dépendances qui se dégagent de tout ça. On ne veut pas voir rebondir ça sur notre nez. Ensuite, on peut parler de nage synchronisé avec Jacqueline Simoneau qui a fini 3e en solo à la Série mondiale de Tokyo. Alors, très belle performance pour Jacqueline qui a fait preuve de constance à cette série. Ses 3 places à la routine technique au programme libre lui ont permis de finir le concours au 3e rang du classement cumulatif. En avant d'elle, il y avait l'Espagnole Ona Carbonell qui a fini première avec 185 points devant la Japonaise Yukiko Yoni à 182. Simoneau, quant à elle, a terminé avec 178 points. Et ça va bien pour Sharapova qui s'est retrouvée à Stuttgart. Oui, contre toute attente, malgré qu'elle n'était pas de la compétition, elle a sûrement continué ou poursuivi son entraînement. Alors, le retour au jeu de Maria Sharapova, contrainte à demeurer sur la touche pendant plus de 15 mois pour avoir fait usage de meldonium, se déroule à merveille. La Russe a atteint aujourd'hui le carré d'as au tournoi de Stuttgart en Allemagne. Merci à vous, Jacques. À tantôt. À tantôt. Et puis,